Merci de m'avoir confié à parler d'une histoire un peu passée maintenant. Quand on entend tout ce qu'on a entendu ce matin, c'est plutôt une histoire qui manque beaucoup de moyens, à la fois dans la mise en place de ce musée, dans l'histoire de l'invention de ce musée. Et donc c'est une histoire passée mais qui continue aujourd'hui, bien sûr. Et je veux simplement vous préciser que je me situe là où je suis, là où j'étais, c'est-à-dire depuis l'ouverture du musée d'histoire de Marseille en 1983, donc ça va bientôt faire 40 ans, jusqu'à mon départ volontaire de ce musée pour des raisons tout à fait locales en 2007. Donc je me situe aussi en tant qu'historienne et géographe, et non pas comme historienne de l'art. Donc ça peut faire une différence, mais comme il s'agit d'un musée d'histoire, il est évident que c'était plutôt un atout. Et enfin, je me permets, parce que je vais devoir partir avant la toute fin de la matinée, je ne pourrai pas participer au débat, et donc j'ai été tout à fait fascinée par l'expérience relatée par notre collègue qui a parlé juste avant moi. Mais je voudrais juste rappeler, et j'espère que ça fera partie de vos débats, que ce sont des outils fantastiques, et vous verrez qu'il n'y avait aucun outil d'aucun genre quand on a ouvert le musée d'histoire de Marseille, bien entendu, pour des raisons technologiques et des raisons de réflexion et de problématisation du métier d'historien, du métier de conservateur de musée d'histoire, de conservateur tout court. Donc 40 ans ont beaucoup changé les données. Et qu'il est quand même, malgré tout, très nécessaire, et ça a fait l'objet de nombreux débats depuis quelques années autour de la définition des musées, et il est quand même toujours nécessaire, quoi que soient les outils qui permettent de mieux comprendre, de revenir aux collections, aux objets, au 3D réel, à la vraie matière des objets que l'on fait figurer dans un musée. Ça, j'y tiens beaucoup. Alors, je vais essayer de faire... comment on fait? Alors, est-ce que les documents ne sont pas d'une grande qualité? Ils sont déjà anciens, et ce sont des photographies numériques de photographies anciennes. Donc, vous allez m'excuser pour cette médiocrité parfois de mes outils à moi. Alors, tout commence avec ça. C'est-à-dire que là, ce sont les fouilles de la Bourse. La Bourse, c'est de l'autre côté de la rue. Pour ceux qui ne connaissent pas bien Marseille, vous traversez devant l'Alcazar et vous rentrez dans le centre Bourse. Et le centre Bourse est construit sur cet espace archéologique qui avait fait l'objet d'un grand projet urbain contemporain de la municipalité Gaston Defferre, qui souhaitait, comme beaucoup de maires à cette époque, on était à la fin des années 60, début des années 70, moderniser les cœurs de ville, et avec les conséquences inhérentes à ces modernisations, c'est-à-dire la voiture devenait effectivement quelque chose de très courant, et qu'il fallait bien pouvoir les garer et les installer dans des villes mal organisé pour ce faire, et donc construire des espaces, des parkings, des lieux en prenant en compte justement la nécessité de pouvoir garer des voitures. Bon, ça voulait dire aussi, pour une première fois, ouvrir les sous-sols de ces grandes villes anciennes qu'on connaissait mal, découvrir des vestiges et se trouver très démunis quant au devenir de ces vestiges, quant à leur connaissance, quant à tout un appareil qui n'existait pas, ni historique, ni scientifique, ni juridique, ni social, enfin rien n'existait, et un peu partout en France, ça a été un peu la même découverte, un peu affolée, de que faire de ces vestiges, que sont ces vestiges, et toutes ces opérations dans toutes ces grandes villes, en particulier à Marseille, ont mené à l'existence, à la création, à l'existence d'un corps d'archéologues urbains, d'archéologues préventifs, c'est-à-dire
vérifier si le terrain qui était sous les projets de construction était suffisamment important ou suffisamment monumentaux pour être conservé dans les cœurs de ville, modifier les projets urbains, ne pas les modifier, détruire, garder, enfin, toute une série de questionnements et de problématiques totalement inconnues et qui est tombée sur Marseille à la fin des années, dans les années 70. Il se trouve que le maire de Marseille, pour ceux qui l'ont connu, avait une forte personnalité, qui souhaitait faire très vite son agrandissement urbain, donc derrière l'ancienne bourse de commerce, qui est toujours la bourse, la chambre de commerce aujourd'hui, et les voies menant vers les ports, la Joliette, etc. Donc un cœur d'agrandissement très névralgique par rapport à l'évolution économique de la ville. Et qu'il souhaitait que ce nouveau centre commercial et ces nouvelles infrastructures soient très vite construits, ne voulait pas s'embarrasser d'archéologie dont lui-même n'avait pas forcément la culture et n'était pas très convaincu de l'intérêt. Mais le ministre de la Culture de l'époque s'appelait André Malraux. Et de fortes personnalités comme ça a été effectivement assez violent, si bien que le ministère de la Culture a pris un arrêté d'occupation et a ordonné les fouilles. Donc ça s'est passé de manière conflictuelle. Ce terrain a été fouillé autant que faire se peut pendant quelques années avec des fouilles programmées. Donc un retard considérable dans la construction, ce qui a permis à Gaston Defferre et aux élus de réfléchir à comment tirer parti de cette obligation, comment faire en sorte que ce poison-là devienne un atout. Ça, c'était quand même une très bonne réactivité de la part de Gaston Defferre, et donc on s'est acheminé à l'époque, assez vite, à ceci, c'est-à-dire, alors je tiens beaucoup à cette photo parce que c'est une des rares photos qui montre le port antique que vous avez devant nous, la corne du port antique. Alors je n'ai pas de flèche, mais vous le voyez dans le coin en bas à droite de l'image, et sa liaison avec l'actuel Vieux-Port. Vous voyez dans le fond de l'image, vous avez le Vieux-Port, et entre les deux, vous avez des bâtiments qui ont été construits sur les marécages, car ce port antique d'époque grecque puis romaine, parce que Marseille avait été fondée au VIe siècle avant Jésus-Christ, s'était successivement envasé. La corne du port était suffisamment occupée pour avoir été construite depuis le VIe siècle après Jésus-Christ sur cet espace au-delà du port. Et petit à petit, donc, il a été convenu de fouiller entièrement et de libérer un certain espace pour construire d'une part le centre commercial et d'autre part pour en développer aussi une partie en espace culturel sans qu'on sache vraiment ce qu'on allait en faire en l'état. À la toute fin du chantier archéologique, comme bien souvent le cas dans les fouilles d'urgence, puisque cette fouille programmée s'est développée aussi en fouille d'urgence, on a découvert ce qu'on appelle l'épave de la Bourse, qui est maintenant dans le musée, qui est une épave de bateau du IIe siècle après Jésus-Christ, qui était assez bien conservée, même relativement bien conservée, parce que conservée dans les vases marines, en milieu anaérobique, et qu'il a été pensé très vite qu'on pourrait conserver ces bois gorgés d'eau, bien que les traitements et les méthodes de conservation n'aient pas été encore très très au point, d'en faire un objet, l'objet primordial d'un musée, d'un lieu culturel dans le centre bourse, le centre commercial, un objet immédiatement compréhensible pour un public à trouver, un public à solliciter, qui était l'emblème même de Marseille. Et c'est à la découverte de cette épave que Gaston Defferre a décidé de créer qu'il serait créé dans le centre commercial, dans le centre bourse, un musée d'histoire de la ville, qui dans un premier temps serait un musée de site, et dans un deuxième temps, s'est vite développé comme musée d'histoire de la ville de la Fondation, jusqu'à nos jours, avait demandé Gaston Defferre. Donc l'épave a
a fait l'objet de longues recherches sur toutes les expériences existantes autour de la conservation des bois gorgés d'eau. Il y en avait quelques-unes en Afrique du Sud, en Allemagne du Nord, enfin dans les pays scandinaves, etc. Donc la capitalisation de ces données a conduit à une expérience d'ailleurs exceptionnelle qui ne s'est pas renouvelée exactement sous cette forme, à la décision avec des entreprises grâce au Muséum d'histoire naturelle de Paris et des entreprises comme Usifroi de conserver cette épave et de la traiter par lyophilisation à pression atmosphérique, ce qui était une nouveauté scientifique qui a donné lieu à pas mal de publications scientifiques et qui a attiré le regard aussi sur l'intérêt de de ce nouveau musée à Marseille qui allait présenter une épave conservée grâce à la méthode de la lyophilisation à pression atmosphérique. Donc toute une focale, une attirance autour de cela. Donc je ne vais pas non plus rentrer dans ce détail scientifique qui de toute façon que je ne maîtrise pas complètement, mais dont il a bien fallu s'approprier. C'est-à-dire apprendre, alors je reviens un petit peu en arrière, apprendre d'où je viens, d'où je parle. Donc je suis historienne, comme je vous l'ai dit. J'avais eu une expérience auprès du patrimoine à la Bibliothèque nationale de France, au cabinet des estampes, avec Jean Adémar, qui en était le directeur, et qui m'avait appris la gravure, qui m'avait appris la conservation et qui avait eu la gentillesse et l'intérêt de me donner cette dimension qui manque dans nos études d'histoire géo, c'est la dimension patrimoniale. Et donc, il m'avait dit, moi, je vous vois très bien comme conservateur de musée, allez à Marseille, ça se développe, il y a beaucoup de patrimoine, allez-y voir. Bon, bref. Donc, grâce à Jean Adémar, à qui je veux rendre hommage véritablement, ça, c'est la chance de rencontrer des gens qui vous orientent. Parce qu'avec Histoire Géo, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On pouvait faire de la recherche, ce que je souhaitais faire, parce que j'étais passionnée plutôt par la mosaïque romaine, donc c'était plutôt ça, ma visée de recherche, ou enseigner. La recherche, comme quelques collègues l'ont dit, c'était pas beaucoup mieux lorsque j'étais jeune thésarde en mal d'être attachée à un laboratoire de recherche, parce que lorsqu'on n'est pas forcément omnubilé par un sujet qu'on a déjà déterminé à 20 ans, dont on va faire sa vie, sa thèse de recherche et sa recherche, on papillonne un peu et un jour vous vous présentez, comme l'a dit une de mes collègues, en moderne, un autre jour en contemporaine, peu importe. Donc moi j'avais présenté 2 fois des labos de recherche, soit en Antiquité nationale, soit en Antiquité méditerranéenne. Et donc on me dit vous êtes trop papillon, donc précisez vos sujets. Et finalement, la gestion du patrimoine, la mise au service de ces connaissances autour d'un public, auprès des publics, le questionnement sur qu'est-ce qu'on montre, pourquoi on le montre, à qui on le montre, devient finalement un sujet et ça devient un métier. Ce que j'ignorais, car à l'époque, le métier de conservateur n'était pas non plus un métier programmé, un métier qui avait ses spécificités, un métier enseigné, etc. Je vous rappelle que c'est il y a 40 ans, il n'y avait pas d'école du patrimoine, qu'il n'y avait pas de réflexion sur ce que tout le monde manipule très facilement aujourd'hui, un PSC, c'est-à-dire un projet scientifique et culturel, et qu'on ne savait pas très bien non plus comment faire pour ouvrir un musée et pour l'organiser, le scénographier, pour le mettre à disposition des publics, parce qu'on n'avait pas la problématique, on n'avait pas les questionnements, tout simplement. Alors me voilà finissant ma thèse et par toutes sortes de hasards de circonstances à la tête d'un projet muséal décidé politiquement par le maire de Marseille à construire dans une ambiance un peu électrique entre le ministère de la Culture et la ville, et un personnage qu'on a désigné, c'est-à-dire moi, vous allez ouvrir le musée d'histoire de Marseille. Je veux, dit Gaston Defferre, un musée pour tous. Alors je renvoie à la notion de pour tous. Je veux un musée pour tous. Marseille est une ville métissée. Elle a été fondée au VIe siècle avant Jésus-Christ
par un grec d'Asie mineure qui est venu rencontrer une celto-ligure locale pour créer une ville et un autre point de commerce en Méditerranée occidentale. J'ai une population d'Arméniens, d'Italiens historiques venus au 19e, 20e siècle, de travailleurs algériens, de pieds noirs rapatriés d'Algérie, de harkis refoulés d'Algérie, etc., et d'autres populations migrantes qui sont restées ici du temps des 30 glorieuses. Je veux ce musée du métissage pour tous. Bon, alors vous faites avec, vous ne savez pas très bien comment vous faites. Hein. Mais en plus, je le veux vite, parce qu'en 1983, il y a des élections municipales, je me représente et je veux présenter un produit fini pour tous. Bien. De surcroît, bon, ça c'est l'histoire de l'épave, je ne vais peut-être pas passer trop de temps là-dessus. Voilà donc le musée construit, alors je reviendrai un peu en arrière, mais pour vous donner aujourd'hui la vision de ce que c'est, c'est-à-dire la corne du porc mise en culture d'herbe, là, pour mettre en évidence les éléments monumentaux que nous avions décidé de garder, car tout n'a pas été gardé, mais tout ce qui était en évidence et en élévation que l'on pouvait commenter, car il s'agissait avant tout d'un musée de site, ont été conservés, mis en scène, etc., par différents moyens. Le sujet, alors non, je ne vais peut-être pas tout de suite vous mettre dans la neige, le sujet c'était qu'est-ce que c'est que ce musée du métissage et comment faire en sorte de présenter un musée d'histoire de Marseille dont on avait défini à ce moment-là qu'il ferait un peu plus de 3000 m² pris à l'intérieur de la globalité du centre-bourg, c'est-à-dire qu'il y avait les voiles étanches, les 3 niveaux de béton, 3 plans successifs qui partaient du 3e sous-sol du parking jusqu'à l'étage 0 du centre-bourg, qui était dévolu à l'existence d'un musée un jour, et un ensemble de colonnades qui traverse tout le centre-bourg, comme vous l'aurez vu, qui vient un peu miter cet espace. Donc on vous livre ça, brut de décoffrage, du béton, des colonnes de béton, des sols. Et des espaces vitrés pour qu'on puisse quand même voir le site depuis le musée, car l'annonce était aussi le site archéologique doit être mis en valeur. C'est la première salle du musée, c'est le lieu éponyme de l'arrivée, et c'est vrai, de Protis qui vient épouser sur ses rivages Gyptis. Donc la première salle du musée est un site archéologique, mais ce site archéologique, attention, ce n'est pas qu'un site archéologique, c'est avant tout un jardin municipal. Donc peut-être une petite complexité, c'est-à-dire que vous savez que les sites archéologiques, même si ce n'était pas tout à fait le cas à l'époque, obéissaient à un certain nombre de règles de prévention, de protection, d'inscription monumentale, une législation particulière, puisqu'il s'agissait de monuments historiques. Le site avait été inscrit comme monument historique, ce qui avait permis d'ailleurs de le conserver. Mais un jardin public, car il manquait d'espace vert dans cet espace, dans ce quartier, un jardin public obligé à d'autres libéralisations, c'est-à-dire des bancs publics, quelques plantations d'arbres pour donner de l'ombre, une ouverture beaucoup plus importante qu'un site archéologique et un peu de permissivité, c'est-à-dire les pique-niques, donc des poubelles, enfin tout un tas, et un statut, c'est-à-dire un jardin public obéit à un statut municipal. Un monument historique obéissait là à un statut national du ministère de la Culture. La quadrature du cercle, qui a fini par donner des situations extrêmement violentes, à savoir que le jardin étant ouvert du lever du soleil au coucher du soleil, abritait régulièrement des groupes de population très différents,
dans l'après-midi ou entre midi et deux, les gens qui venaient déjeuner, etc. Les mères de famille du quartier qui n'avaient aucun autre espace libre venaient promener leurs enfants. Vers 5-6 heures avant la fin de l'ouverture du jardin, on avait des groupes un peu particuliers dont de plus en plus on s'est rendu compte qu'ils avaient un comportement inacceptable et qui devenait violent, à savoir des bagarres, des coups, des blessures, etc. Si bien que les gardiens du jardin, qui étaient des gardiens appartenant au service municipal des espaces verts, alors que le musée appartenait au service municipal de la culture, avait fini par refuser de venir gardienner le jardin, se sentant menacé par ces faits divers qui étaient en fait, suite à une enquête de police qui s'est avérée effectivement nécessaire, il s'agissait de 2 gangs de drogue, enfin de dealers de la drogue, qui se disputaient l'espace et qui venaient échanger sur place des coups en essayant de prendre ce terrain-là, d'être présent sur ces terrains-là. Et comment s'est-on aperçu de cette situation ? Parce que la filature du service de police qui était spécialisé dans la poursuite, le CRPJ, la poursuite des trafics de drogue, s'était rendu compte de la manière dont la drogue s'échangeait sous nos propres yeux, sans que nous soyons du tout conscients, malgré les comportements tout à fait curieux à l'intérieur du musée et de la bibliothèque, car le musée s'était doté d'une bibliothèque et d'une vidéothèque et d'une salle d'exposition temporaire et d'une grande salle de médiation culturelle, en plus des collections permanentes et de la salle d'expo temporaire, de trafic donc dont on ne comprenait pas l'issue, que le service a très bien compris. Un jour de fermeture, ils ont retourné toutes les tables de la bibliothèque, se sont rendus compte que les doses étaient scotchées sous les tables et que l'argent se trouvait régulièrement dans quelques dictionnaires, puisqu'il s'agit bien sûr d'une bibliothèque pour tous en accès libre, une bibliothèque spécialisée parce que nous étions plus royalistes que le roi, très spécialisée même, vraiment extrêmement, et que tout était possible d'accès sans gratuite, obligatoire, enfin, vraiment le musée et la bibliothèque pour tous, et donc tout le monde circulait librement, et nous en étions fort heureux, y compris donc les dealers et les consommateurs. Donc ce genre de situation en plein cœur de ville, et là je n'ai pas encore parlé des collections, mais c'est pour vous dire le contexte qui a finalement abouti à la fermeture de ce jardin archéologique dont la valeur était très importante et même première pour le musée d'histoire, parce qu'on rentrait dans le musée par le jardin archéologique. Et le jour où ce jardin a dû être fermé pour des raisons de sécurité, même plus visitable du tout, simplement des baladoirs du centre-bourse, nous avons perdu une très grande partie de notre public, pour lequel justement le musée avait été fait, c'est-à-dire un musée pour tous qui racontait à partir du site et de manière gratuite auprès des populations locales de ce quartier d'immigration autour de la porte d'Aix une facilité de circulation. Et dès lors que le musée a été fermé, qu'il a fallu faire une démarche complètement différente, rentrer dans le centre-bourse qui est absolument pas du tout fait pour imaginer qu'on y rentre dans un musée, parce que c'était aussi une contrainte, c'est-à-dire qu'on était parti de l'idée qu'un centre commercial drainait de la population à partir d'ailleurs d'enquêtes patentées pendant les années 70. Le centre-bourse étant un centre commercial qui draine la population, qui vient le week-end en particulier faire ses achats, circuler, visiter le jardin des vestiges, etc., va spontanément entrer dans le musée puisqu'elle est là.
Or, c'est une erreur totale de l'appréciation des publics, mais on ne connaissait pas encore très bien tout ça, malgré les enquêtes qui avaient dit auprès de la population de proximité, oui, bien sûr, nous rentrerons, nous visiterons, c'est formidable comme idée, etc. Et c'était une erreur flagrante. En effet, quand quelqu'un vient dans un centre commercial faire ses courses, il vient dans un centre commercial faire ses courses et il ne se laisse pas distraire par une autre occupation ludique, quelle qu'elle soit, et ça a été avéré par la suite avec d'autres expériences de ce genre. Mais nous étions très naïfs, très engagés dans cette sorte d'avancée commune avec l'amélioration, l'embellissement de la ville, la modernisation, parce que c'était la première fois aussi qu'à Marseille, on construisait un musée pour un musée. Tous les autres musées de Marseille, et il y en a beaucoup, pour répondre au monsieur qui s'est exprimé hier, tous ces autres musées ont été, à part le MAC plus récemment, mais après le musée d'histoire, tous ces autres musées ont été réinstallés dans des bâtiments plus anciens ou qui avaient des visions plus anciennes, sauf aussi le musée des Beaux-Arts, mais qui était contraint énormément par son architecture. Tous les autres musées avaient été réinstallés dans des demeures particulières, des bastides, etc., ou des salles, des petits appartements, enfin des petites maisons comme le musée Cantini, mais n'avaient jamais été construits pour être des musées en tant que tels, c'est-à-dire avec une infrastructure qui, même si aujourd'hui, ou il y a peu de temps, on paraissait déjà obsolète, le musée d'histoire de Marseille, en ouvrant en 1983, était un musée moderne, avec une climatisation constante, même si elle était foireuse, avec une réflexion sur l'étanchéité des vitrines, sur les circulations, sur les médias, l'existence au sein du musée d'outils complémentaires à la compréhension des collections, c'est-à-dire un atelier de médiation culturelle, une salle, un auditorium, enfin tous les outils qui complétaient la présentation des collections et qui n'existaient pas ou à peine dans les autres musées plus anciens de Marseille. Donc c'était un projet qui était envié et nous étions très enthousiastes à la construction de ce musée qui a pu paraître par la suite obsolète. Alors, pour construire, oui, ce qu'il a fallu quand même aussi, pardon, je reviens en arrière, ce qu'il a fallu apprendre, non seulement les questions de lyophilisation et de conservation des bois gorgés d'eau, mais donc en amont se poser la question de comment conserver cette épave lorsqu'elle serait restaurée, etc. Donc toutes des problématiques qui étaient en cours c'était work in progress, c'était absolument pas connu nulle part. Maintenant, depuis, on a découvert et décidé de garder des quantités d'épaves qu'il y a à Lyon, qu'il y a à Bordeaux, etc., de les présenter, on maîtrise ça beaucoup mieux, et les laboratoires se sont développés, etc. Nous avons vraiment fait les frais de tout ça et c'était formidable. Nous étions des précurseurs et heureux de l'être. La question qui se posait aussi, c'est ce site, on l'a exhumé de terre. Il était très bien conservé jusque-là parce qu'il était sous terre. Nous l'avons exhumé de terre. Bon, comment le protéger? Alors, il y avait la partie monument historique qui disait, attention, vous devez le protéger. Il faut mettre les remparts du VIe siècle avant Jésus-Christ, ou plutôt du IIIe, parce que ceux qui étaient en élévation étaient ceux du IIIe avant. Il faut les mettre peut-être à l'abri, sous des tôles, sous des abris. Donc, il a fallu, la toute petite équipe que nous étions, devait rapidement se dire comment allons-nous faire régler la question des vestiges, où sont les vestiges qui sont conservés. Alors à Périgueux on a mis une tôle, mais la tôle ondulée c'est d'une laideur absolue, il n'y aura pas de vision d'ensemble du site, le vitrage pose des problèmes de climatisation, enfin, toutes sortes de questions qui n'ont pas été réglées jusqu'au jour où rarement la neige est tombée à Marseille et il y a eu une grande panique. Oh là là, c'est de la pierre gélive, comment on va faire pour garder les remparts? Donc, mise en place d'infrastructures, d'études, recherche de qui sait gérer la pierre. Alors, Champs-sur-Marne, au secours Champs-sur-Marne, alors sortir aussi des financements pour des études inattendues. Tout a été mené de front avec la découverte des problèmes que posait cette décision politique d'ouvrir tout de suite Iketnouk, un musée, et un musée à partir de rien,
car il n'y avait aucune collection, sauf peut-être celle des fouilles de la Bourse qui étaient en cours de réalisation ou en cours d'étude, c'est-à-dire qu'elle n'était pas encore disponible pour être disposée dans un musée, pour être organisée dans un musée, qu'elle ne correspondait pas à toutes les couches d'occupation de la ville de Marseille, qui n'a cessé d'être occupée du 6e avant Jésus-Christ au 20e après Jésus-Christ. Donc, s'est posée cette question le jour de l'inauguration, où vous voyez ici, donc à gauche, nous avons le consul de Grèce de l'époque, qui était un peu le garant de l'ancienneté de la ville, Jacques Lang, le premier mandat. Marcel Paoli, la personne qui a les lunettes et la cravate, qui était notre adjoint à la culture. Derrière lui, Cognam, pour ceux qui l'ont connu en tant que directeur des musées de France. Et puis à droite, Gaston Defer, qui vont couper, enfin qui viennent de couper le ruban de l'ouverture du musée d'histoire. Et à droite, moi-même, donc il y a 40 ans. Donc, avec cette ouverture qui a été réalisée dans un temps record, avec pratiquement pas de collection. Alors, comment avons-nous fait? D'abord, il a fallu réfléchir. Qu'est-ce qu'on veut montrer? Essayer de faire d'avoir un plan, un projet scientifique et culturel qui ne s'appelait pas de cette manière-là. Raconter l'histoire de la ville. Alors, il est vrai que la ville, on connaissait son histoire, on avait des textes depuis Aristote, on connaît l'histoire de la ville, donc on savait ce qu'on pouvait raconter. On avait en effet des récits, mais on n'avait presque pas d'objets archéologiques, sauf ceux qui avaient été ramassés, je dis bien ramassés, au XIXe siècle, en particulier dans la rue de la République, qui s'appelait la rue impériale à l'époque, parce qu'on avait creusé dans la colline qui s'y trouvait, à Marseille, une liaison entre le vieux port et les nouveaux ports de la Joliette pour rejoindre le trafic étant multiplié au XIXe siècle. Marseille est une ville extrêmement riche et en lien avec tout le monde colonial. C'est le début du monde colonial et donc tout le système colonial repose sur le port de Marseille et l'industrie repose sur le port de Marseille. Donc une ville qui devient très riche et où il faut créer vraiment un port moderne, puisqu'on a jusque-là le vieux port qui accueille les bateaux, les premiers bateaux à vapeur, etc. Donc on a un vrai problème d'encombrement du port. Je ne vous ai pas mis une photo du port encombré, mais on pouvait quasiment passer d'un bateau à l'autre, d'une rive à l'autre, sans qu'il y ait 10 cm d'espace aquatique. On ne pouvait absolument pas rentrer un bateau de plus. Donc il a fallu construire très rapidement, à partir de 1830, 60, etc., les bassins de la Joliette, jusqu'à aujourd'hui, donc qui continuent vers Fos-sur-Mer. Et on avait créé cette grande voie qui permettait de différer le trafic du Vieux-Port jusqu'à la Joliette. Cette grande voie ouvrait le cœur de la ville antique, c'est-à-dire vraiment le centre vraiment au centre même de la ville grecque et de la ville romaine. Et des commissions archéologiques avaient été mises en place, mais qui n'étaient pas encore très scientifiques, qui avaient eu l'idée de ramasser. Il y avait des commissions qui circulaient derrière les wagonnets et derrière, non pas les pelleteuses, mais les pelles et les ouvriers, et qui ramassaient ce qu'on trouvait. Ce qu'on trouvait, c'est-à-dire des éléments de la vie quotidienne, parfois des éléments funéraires qui étaient en bordure ou des anciennes voies, ou des temples avec des éléments parfois assez remarquables, suffisamment remarquables pour avoir été exposés dans le seul musée qui existait à l'époque, musée d'archéologie au château Borelli, où d'autres fois, pour la plupart des éléments avaient été mis dans des réserves parce qu'ils n'étaient pas encore dignes. On avait une idée plutôt artistique de l'archéologie à l'époque, c'est-à-dire on montrait des jolies collections
sans forcément les renseigner de manière scientifique. Et on s'extasiait davantage sur le style de l'auteur de ces peintures de base grecque que sur leur sens, leur signification ou leur contextualisation. C'est un mot qui n'existait pas, et c'est en ce sens que c'était un musée d'archéologie et d'histoire de l'art, et pas un musée d'histoire. Et c'est ce qui a été radicalement différent dans le projet du musée d'histoire et de la récupération des collections du musée Borelli. Le musée d'histoire se voulait un musée qui raconte l'histoire de la ville, c'est-à-dire son peuplement, son organisation sociale, autant que faire se peut, son organisation urbanistique, et aussi essayer d'expliquer de quoi vivait cette ville, du port, du commerce, de la pêche, comment se comporter, comment les éléments funéraires se développaient, où on avait découvert quoi, de façon à redonner une espèce de plan de la ville antique. Alors, dans un premier temps, ces objets ont été sollicités pour venir figurer au musée d'histoire, puisqu'ils étaient au musée Borelli, mais qu'ils appartenaient à la délimitation de la commune de Marseille. C'est vrai que nous avons à ce moment-là, la ville de Marseille s'est sentie un peu obligée de déterminer les missions de chacun. Le musée Borelli avait certes des objets qu'il présentait qui venaient du sous-sol marseillais, mais dans la mesure où il y avait un nouveau musée, il fallait que les œuvres qui étaient conservées dans d'autres espaces comme celui-ci viennent illustrer et être le discours, non pas illustrer de manière artistique, mais être le discours, être les fondamentaux de ce musée d'histoire qui prenait place au cœur de la ville. Donc, bon, l'histoire est passée, on peut quand même se dire que les équipes des autres musées n'avaient pas vu ça d'un très bon œil, d'être privées de leur collection jolie de Marseille, mais la plupart des collections venaient de dépôts du Louvre, des collections Campana, etc. Elles n'avaient pas de sens historique, elles avaient un sens artistique. Les collections du musée qui serait du musée d'histoire n'étaient vraiment pas encore perçues comme telles, donc elles étaient peu présentées. Donc il fallait quand même qu'on récupère ces collections-là. Ça voulait dire peu de choses. Voilà, je vous montre quelques-unes de ces œuvres qui sont au musée d'histoire aujourd'hui. Et puis, nous avons quand même essuyé quelques refus, c'est-à-dire certaines pièces monumentales, comme ce chapiteau qui appartenait à probablement un temple, peut-être celui d'Artémis sur la pointe de la colline Saint-Jean à Marseille, et cette inscription du stade reconvertie en tombeau abbatière comme on peut le voir ici. On nous a refusé le prêt. Et on est arrivé, et puis d'autres pièces aussi peut-être, on en est arrivé finalement à présenter au musée d'histoire quand même comme collection des moulages d'œuvres qui se trouvaient dans le musée Borelli ou dans les réserves de musée Borelli, qui n'étaient pas vues du public, mais que nous avons quand même accepté, bien que moulage, de présenter dans le musée d'histoire, parce que s'il nous importait, ce qui nous avait motivé dans l'organisation de ce musée, c'était véritablement le discours. De quoi parlons-nous, comment en parlons-nous, avec quels objets en parlons-nous, y compris avec des facsimilés, car l'objet n'existe pas uniquement parce qu'il est authentique, bien que ce soit fondamental, il existe parce que ce qu'il dit, ce qu'il parle. Les objets sont le discours. C'est là où nous avons ancré notre légitimité et qui petit à petit a été accepté, et nous avons fini par récupérer effectivement les collections elles-mêmes jusqu'à très très récemment, et encore très 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 récemment les objets conservés dans d'autres collections ou dans d'autres réserves qui ont fini par figurer au musée d'histoire. Un autre écueil, donc des conceptions complètement différentes, et c'était ça la question du musée d'histoire. Un autre écueil, c'était
l'étude des collections qui avaient été découvertes à la Bourse. La Bourse était un terrain en cours d'études et de fouilles encore partielles. Et donc les archéologues ne voulaient pas livrer au musée les objets sans en avoir terminé l'étude, ce qui était louable, mais ce qui était pénalisant. Donc on a réussi à avoir quelques-unes de ces plus belles œuvres présentables au musée d'histoire, tout ça avant qu'il ouvre rapidement. Nous avons, avec les chercheurs, justement, c'est là où nous avons pu imaginer ce scénario, réussi à bâtir une idée de Marseille antique et à créer une maquette de façon à pouvoir proposer au public la compréhension de ce site, dont, à part le jardin des vestiges, il n'y avait pas d'autres éléments en élévation, donc une ville difficile à imaginer. Et nous avons aussi créé des outils cartographiques. Alors aujourd'hui, ils seraient numériques. À l'époque, évidemment, c'était beaucoup plus succinct. C'était des routes, des tracés, de la géographie, même pas des clignotants. Enfin, il faut imaginer aussi la manière dont on pouvait parler au public. Et puis beaucoup de restitution, beaucoup de compréhension à travers des éléments didactiques, beaucoup de didactiques qui nous ont permis de mettre en place ce musée. Je n'ai pas du tout idée de l'heure. En revanche, il faut me dire combien de temps j'ai. 5 minutes. Vous croyez ? Bon, alors, un autre écueil était que la commande du maire de Marseille avait été ouvrir un musée du VIe siècle avant Jésus-Christ à nos jours, et que la complication de la mise en place de la partie antique et aussi les urgences d'ouverture dans un délai électoral n'avaient pas permis non plus de réaliser ce musée pour toute cette séquence chronologique. Donc la mairie avait décidé qu'on ferait ça en 3 phases. La partie antique qui importait le plus, car le musée serait enfin ouvert et serait en raccord avec le site archéologique, et dans une 2e et 3e phase, les parties médiévales, modernes, puis contemporaines. Donc tout ça a traîné 23 ans. Là, au bout de la 23e année, je suis partie car nous n'arrivions pas à terminer ce musée pour des raisons de délai, de financement, de faiblesse, effectivement, financière, de la ville en général, d'économie qui était très très déliquescente, etc. Bon, donc je suis obligée d'aller vite. Donc simplement pour vous dire que pendant tout ce temps quand même, on s'est posé la question de comment quand même accroître les collections, bien que les espaces n'aient pas été ouverts au public, ils existaient, ils avaient été bâtis. Il y avait ces 6000 mètres carrés existaient, ils étaient fermés, 3000 étaient ouverts et 3000 étaient fermés dans un espace, mais ils étaient construits dans le centre, dans le sous-sol du centre commercial. Et donc nous avons eu à cœur d'enrichir nos collections, car elles étaient bien maigres, entre les quelques éléments conservés au musée Borelli, les quelques éléments de la Bourse et beaucoup de reconstitutions d'objets et de produits didactiques pour faire comprendre l'histoire antique de Marseille. Il était urgent de ne pas retomber dans les mêmes travers et d'enrichir nos collections. Un problème fondamental, les collections médiévales étaient presque inexistantes dans les fouilles archéologiques qui continuaient à se dérouler dans la ville, car la ville continuait à développer son centre urbain, et donc on tombait sur les fouilles archéologiques qui s'étaient obligatoires, qui s'étaient mises en place, donc avec une obligation de fouille et donc une conservation des objets découverts. Donc on avait
en effet découvert pas mal d'objets d'époque romaine et tardive, d'époque paléochrétienne, pratiquement pas de niveaux médiévaux pour des raisons archéologiques évidentes, c'est-à-dire qu'à l'époque moderne, les contemporains de l'époque moderne avaient creusé très profondément dans la ville pour créer des puits, car Marseille est une ville sans eau, à part l'eau qui est captée dans les nappes phréatiques et entre le Poudingue et l'Argile. Donc il fallait trouver de l'eau. Et avant l'arrivée du canal de la Durance jusqu'au Palais Longchamp, l'eau courante n'existait pas à Marseille. Donc les gens avaient des puits chez eux ou des citernes d'eau de pluie. Donc on avait cette contrainte d'essayer de creuser dans le sous-sol de sa maison. Et la plupart des niveaux médiévaux avaient été détruits par l'époque moderne. Après, on avait quelques éléments d'époque moderne et pas mal d'éléments relatifs à l'industrie du 19e, des savonneries, des métiers artisanaux, y compris de travail de l'os, des boucheries, etc. Donc, toute fouille archéologique était du pain béni pour accroître les collections. Oui, je vais finir, mais bon, ça va pas très vite. Donc, comment accroître les collections? Pousser les murs, c'était pas une solution. Donc, enfin, ouvrir une nouvelle tranche. Donc, ça a été l'occasion en 1900, je ne sais plus les dates, enfin en tout cas 15 ans après l'ouverture, d'ouvrir une grande salle d'époque médiévale grâce à la découverte, toujours grâce à l'archéologie en cours et le travail que nous avions fait en amont avec les laboratoires d'Aix-en-Provence d'archéologie, en particulier d'archéologie médiévale, d'ouvrir une salle consacrée à l'époque médiévale. La voilà. Alors aujourd'hui, elle n'est plus du tout comme ça. Elle est beaucoup plus petite d'ailleurs, car le musée s'est renouvelé en 2013 à l'occasion de Marseille, capitale européenne de la culture. Mais on avait réussi à présenter tout l'atelier des potiers arabo-andalous découverts à la Porte d'Aix et d'en faire aussi une exposition temporaire qui a marqué effectivement la recherche, très profondément la recherche, et d'où l'importance effectivement de continuer à travailler avec les laboratoires d'archéologie ou d'histoire moderne et contemporaine avec lesquels nous étions en lien statutaire mis en place à cette époque. Donc on a pu passer à cette autre dimension jusqu'à la période industrielle aussi, et là je termine, avec aussi une préfiguration de ces salles qui n'ouvraient toujours pas, et qui n'ont pu ouvrir qu'à partir de 2013, en réalisant des expositions temporaires. Puisque nous ne pouvions pas ouvrir le musée, nous avons accumulé les expositions temporaires qui permettaient de montrer l'enrichissement des collections, pour dire le musée d'histoire ne va pas rester ad vitam aeternam, le vieux musée de l'archéologie grecque et romaine. Il va aussi développer un jour toutes les périodes et les plus riches, dont la partie industrielle en particulier. Donc nous avons accumulé les données archéologiques et les acquisitions aussi sur le marché de Marseille et d'ailleurs, pour parler de cette richesse fondamentale de Marseille au 19e. Et puis, comme les choses ne se développaient pas, personnellement, j'ai quitté, avec l'accord du maire, le musée d'histoire de Marseille et Marseille. Le musée a fermé en attendant des jours meilleurs et qui vous seront peut-être racontés un autre jour par mon successeur. Je vous remercie.